Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast de l'ADN. Je suis Mélanie Rosen, rédactrice en chef web, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Ferron, cofondatrice de l'agence Profil, et Gilda Bonnel, fondateur de l'agence CIDIAS. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour Mélanie. On peut le dire, la RSE et le développement durable, ce sont des sujets qui vous connaissent. Gilda, toi, tu en es un fervent défenseur de la RSE. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Un fervent défenseur. Tu trouves ça exagéré ? Je ne sais pas si c'est une question de défense. On défend quand on est attaqué. Donc, c'est un angle que tu nous proposes. Exactement. Moi, je pense qu'on ne fait rien dans le brouillard. Et donc, les organisations, elles ont besoin de visibilité pour diriger, décider. Parce que si on n'a pas de mesure, en fait, la RSE, c'est un outil de mesure. C'est un système de mesure et de pilotage. Donc, je pense que c'est hyper utile et qu'il y a deux types d'organisations. Il y a des organisations qui naviguent au vent et puis il y a des gens qui mesurent leurs impacts sociaux et environnementaux. Donc, ça fait une différence. Mais tu dis qu'on ne se défend pas si le système n'est pas attaqué. En l'occurrence, c'est peut-être un système qui a certaines choses qui méritent d'être revues. Geneviève, je crois que notamment à ce sujet, tu as quelque chose à nous dire sur les limites peut-être du système de mesure de la RSE. Disons que la RSE, c'était un formidable espoir. Et au départ, c'était une forme de réponse à des excès du capitalisme dans sa pleine puissance dans les années 90. Et c'était cette idée d'avoir des garde-fous, des contre-pouvoirs au sein même de l'entreprise, mais sans forcément challenger les modèles économiques. C'était une forme, j'allais dire que dans une vision historique, si je peux me permettre, mais je commence à vieillir, donc je peux utiliser le mot historique. Mais non. Dans une vision historique, le développement, la RSE, c'était un petit peu au service de l'empire du moindre mal. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on passe de cette logique du moindre mal à la meilleure entreprise possible. Et le chemin n'est pas forcément évident, parce que ça suppose de changer les modèles économiques, et c'est ce que tu disais. Là, j'ai un petit peu plus de doute, dans la mesure où on s'attaque à des systèmes complexes, et finalement un peu d'imaginaire pour se représenter le monde tel qu'il pourrait être. Donc voilà, Gilda a raison, c'est une boussole, c'est un cap, c'est une colonne vertébrale, mais pour l'instant, elle est encore au service du moindre mal, c'est-à-dire qu'on contient des externalités négatives, même si on essaye de cranter un discours plus positif. Mais il faut dire qu'on a tellement de casseroles avec tous les procès en social greenwashing à juste titre, que finalement, le bruit des casseroles masque en ce moment un signal qui doit être beaucoup plus fort, plus structurant, qui est finalement à quoi ça sert une entreprise et surtout est-ce qu'elle peut être utile compte tenu des enjeux du 21e siècle, pas de ceux du 20e siècle. Et est-ce que c'est une dynamique qui est, donc tu l'as dit, c'est une dynamique qui est difficile à mettre en place, mais néanmoins, est-ce que vous sentez un frémissement l'un comme l'autre chez les entreprises à ce sujet ? Moi, je vais d'abord répondre à Geneviève. Vas-y. Je pense que je partage le constat et l'urgence. Le sujet, c'est pas de savoir si la RSE est bonne ou pas bonne, ou justifiée ou pas. C'est la place qu'elle a. Tant que le patron de la RSE est le type avec sa petite équipe au bout du couloir, qui de temps en temps sort et nous prend la tête, c'est épouvantable. Il fait du reporting, il fait de la compliance. C'est pas intéressant parce que ça bouge pas les modèles. Mais il y a aussi des patrons de la RSE qui deviendront des directeurs ou des directrices générales des boîtes parce qu'ils ont une vision transverse, ils ont un regard stratégique, ils savent maintenant piloter des services et des directions opérationnelles. En tout cas, ils ont une vraie vision transversale que parfois, les directions générales n'ont plus, parce qu'elles sont enfermées dans un corpus d'idées, un phénomène de cours. Et moi, je crois qu'il va arriver le moment où ces gens-là seront les plus habilités pour gérer la transition. Ça veut dire la crise, parce que ce qui arrive, c'est quand même la crise. Avec tout ce que ça a de bien aussi. Mais tu as l'impression que c'est un mouvement qui se met en place ou que tu prédis un peu pour l'avenir ? Alors, moi, la différence avec Geneviève, c'est que moi, je vois les aspects communication. Donc, je suis proche des directions RSE, mais je vois surtout la façon dont les directions RSE, depuis 15 ans, se bagarrent avec des services marketing ou des services de communication qui, n'étaient pas du tout acculturés pour manipuler des concepts qui étaient un peu, à leurs yeux, un peu techno, un peu abscons.
Et puis, il y avait un rapport de force sur la vision du système tel qu'il devait être opérant dans l'entreprise. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. C'est qu'est-ce qui donne du pouvoir au patron de la RSE. Et pour avoir du pouvoir, il faut absolument qu'il capte les moyens de la communication et du marketing, parce que c'est là où on est transformatif. Alors, il y a des signaux positifs. Alors, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Après tout, pourquoi pas. Et en plus, il est effectivement, on est un peu au milieu. Alors, dans le verre à moitié plein, il y a une bonne nouvelle. C'est que avant, pour faire très court, la RSE, c'était effectivement au bout du couloir et de façon un petit peu plus sérieuse, avec parfois la possibilité d'inspirer certains pilotes ou d'avoir une capacité d'innovation, qu'elle soit managériale ou... T'allais dire de transgression, j'aime bien. Oui, de transgression, absolument. C'est un petit peu ça. Mais très honnêtement, les comités exécutifs et les conseils d'administration, ils n'en avaient jamais entendu parler. Or, si on veut vraiment être dans la transformation, voir la transgression et répondre à la crise, il faut absolument que ces sujets remonte dans les instances de gouvernance de l'entreprise. Et là, c'est là que la bonne nouvelle intervient, c'est que la loi Pacte le permet. Cette fameuse loi Pacte qui a été votée en mai 2019, dont personne ne voulait, elle introduit la possibilité d'être une entreprise à mission ou à tout le moins d'inscrire une raison d'être dans les statuts de l'entreprise. À partir du moment où cette raison d'être, qui n'est pas du tout à confondre avec l'objet social, qui est un peu la colonne vertébrale, qui est la dynamique dans laquelle l'entreprise veut s'inscrire à long terme pour créer une nouvelle forme de valeur et se rendre utile sur certains sujets avec toutes ses parties prenantes, à partir du moment où on l'inscrit dans ces statuts, alors les administrateurs sont obligés de valider, et c'est proposé au vote en Assemblée générale. Donc, à moins que tout le monde ait piscine, tous les actionnaires ont été au courant parce qu'ils ont dû voter aux 2/3 pour l'adopter, cette idée de modifier les statuts en inscrivant une raison d'être. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle va vivre par magie, mais ça veut dire que ces sujets-là remontent au niveau des instances régaliennes de l'entreprise. Et ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'en commençant en 2020, on est passé à ce point d'inflexion où la finance est en train de se dire, est-ce qu'il vaut mieux tenir la rente, entre guillemets la rente carbonée encore quelque temps, ou est-ce qu'il faut vraiment pas mieux lâcher, parce qu'à force de tenir la rente et d'être dans une approche défensive, on risque tous de passer à la trappe, compte tenu de la rapidité des transformations et des contestations. Donc, je me dis que si les instances de gouvernance sont embarquées, avec en droit vraiment la possibilité de la rendre opposable, cette fameuse RSE finalement. C'est cette idée d'opposabilité, mais pas dans le sens juridique étroit, dans le sens opposable, c'est-à-dire qu'elle sort des cartons et qu'elle devient débattue, y compris dans l'organe souverain de l'entreprise qu'est l'AG. C'est pour ça que nous, on a fait cet AG du futur qui était absolument délirante et génial pour donner à voir ce qu'était un dialogue actionnarial revigoré par la RSE. Et puis si la finance commence à se dire, y compris la finance des grandes masses, je ne parle pas de la finance socialement responsable, commence aussi à envoyer des signaux comme quoi c'est bien le court terme, c'est bien la création de valeur pour l'actionnaire, mais ça va faire un peu court compte tenu des crises à venir, ça me semble aujourd'hui encourageant. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est fait, ça c'est le verre à moitié plein. Et si on parle du verre à moitié vide, ce qui est peut-être un peu moins réjouissant, mais pour qu'on évoque les limites justement de ce genre de situation. Pour faire court, le verre à moitié vide, c'est le temps. Ouais. La ressource la plus rare aujourd'hui, c'est juste le temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas bien compte, mais peut-être parce que c'est très anxiogène, ou alors parce que ça dépasse nos capacités. C'est comme regarder le ciel étoilé et de s'imaginer qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire d'imaginer que le climat puisse changer aussi rapidement, aussi violemment, et que finalement la complexité des systèmes nous confronte à une forme d'impuissance, de déni ou d'inertie. Voilà. Et c'est le temps, le facteur qui... La ressource la plus rare aujourd'hui, je dis, c'est pas le pétrole, c'est vraiment le temps. Donc il faudrait pas qu'on ait encore 10 ans de perdu. Je pense que moi, la première décennie du 21e siècle, elle a été perdue. Parce qu'on savait déjà. Donc maintenant, il faut y aller très vite. C'est assez intéressant cette notion du temps. Je trouve qu'on a effectivement les enjeux très court-termistes parfois qui sont des enjeux financiers, des enjeux qu'on projette sur le long terme qui sont ceux du climat alors qu'il faudrait y répondre aujourd'hui. Est-ce que cette espèce de double temporalité, elle commence à être assimilée? Et je parle au sein des organisations, pas forcément des actionnaires, etc., mais vraiment des opérationnels. Moi, ce que je vois, ce que je note en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs échelles de temps dans les organisations.
Et ça, c'est intéressant parce que du coup, s'ouvrent dans les boîtes des lignes de front qui traversent complètement les structures opérationnelles et logicielles. C'est plutôt générationnel et pas que. C'est-à-dire que l'on voit des stratégies d'alliance entre ceux qui savent ou ceux qui ont le courage de voir, de se dire qu'il va falloir y aller, il va falloir plonger, et ceux qui surnagent entre le déni, l'angoisse, la colère, le pouvoir, encore un quarter, donc encore mon bonus. Donc il y a tout ça qui se joue, et je pense que c'est pour ça que j'aime pas les gens qui disent qu'il y a des entreprises, il faut blacklister des boîtes, parce qu'il y a des entreprises capitalistes, très carbonées, je cite pas de nom, où on voit vraiment des contre-pouvoirs à l'intérieur, on voit vraiment que sont en train de se mettre en place. Ce qu'on a vu chez Engie est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des fractures internes, il y a des luttes de pouvoir internes, donc à chaque fois, c'est qui va gagner, et comment est-ce que les parties prenantes autour de l'organisation vont prendre position pour un camp et sur l'autre. Engie n'est pas forcément le bon exemple. Ce qui reste intéressant, c'est vrai que moi j'ai toujours du mal à voir les choses en noir et blanc. Moi je vois bien quand c'est en gris, et je pense que noir et blanc ça nous conduit nulle part. Ce que tu dis sur Engie en fait me pose la question, est-ce qu'il n'est pas aussi maintenant urgent d'avoir une nouvelle génération de responsables et de dirigeants, alors aussi bien dans le pouvoir politique mais aussi dans les boîtes? Parce que finalement, si on réfléchit, ces dirigeants qui sont un peu monolithiques, qui d'ailleurs répondent à des injonctions paradoxales, mais finalement ils sont formés à la même école qui a été celle pendant des décennies de valoriser la valeur actionnariale. Donc on ne peut pas leur demander du jour au lendemain, surtout en plus c'est une génération qui en plus dans les études, enfin c'est-à-dire que c'est une génération qui a baigné dans un environnement où on leur a dit tous les jours, vous êtes le sel de la terre, vous pensez bien, vous pensez juste, et on vous confie les manettes les yeux fermés. Ça a complètement explosé. Donc en fait, il faudrait une nouvelle génération de dirigeants. Je suis désolée de le dire comme ça, parce qu'en plus, je ne suis pas la mieux placée au sens où j'y connais rien. Mais il me semble qu'il faut élargir la palette émotionnelle, la palette d'intelligence pour appréhender la complexité de ces enjeux. En gros, si vous êtes uniquement vis et boulon, c'est pas possible. Et c'est en ça que quand je vois des générations de DAF qui deviennent PDG, je me dis, mais non, maintenant, il faut arrêter de nommer les directeurs financiers PDG. Et ce que tu disais, Gilda, sur un directeur développement durable qui devient... Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le PDG ou la PDGR de demain, c'est quelqu'un qui est en capacité d'appréhender la complexité en bande large et de l'orchestrer. Et de l'orchestrer, bien sûr, en tenant compte de toutes ces injonctions. Mais avoir encore en tête... Moi, je pense que le plus grand danger, il vient de la gouvernance. C'est-à-dire, le corps social est prêt. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans l'entreprise, il est vraiment... il est même en attente. Je pense qu'il est désespérément en attente de signaux. Les consommateurs, les citoyens, enfin, on voit que tout le monde se dit, mais par où on commence ? Et on a encore une forme d'élite. Ce n'est pas pour casser du sucre sur les élites, mais c'est tout simplement parce qu'elles sont sur une trajectoire qui est difficile de dévier ou de remettre en compte. Alors, on va se rassurer un peu, parce que moi, je me souviens d'une intervention que j'ai dû faire il y a 4-5 ans à HEC, des étudiants qui étaient en 3e année en marketing pour leur parler de communication responsable et de consommation responsable. Et je me souviens très bien de ces étudiants, alors que j'évoquais le cas des rasoirs jetables bleus et roses, je ne cite pas la marque, on ne mérite pas de publicité, mais qui vendaient des rasoirs identiques pour le même moule, la même fonctionnalité, 30% plus cher dans le rayon femmes. Et quand j'évoquais ce cas, j'ai vu un jeune homme d'une 20aine d'années qui me témoignait son agacement, et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Allez-y, réagissez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Et lui, d'un air assez suffisant, m'a dit, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne comprends pas. Je lui dis, mais comment ça, vous ne comprenez pas ? Il me dit, mais là, on est dans un cours de marketing. Le marketing, c'est bien d'augmenter la profitabilité de l'entreprise, donc je ne comprends pas votre... Et alors, j'ai été complètement déconcerté, et je me suis tourné vers les jeunes femmes dans la salle, et je leur ai dit, mesdemoiselles, est-ce qu'il y en a une qui veut répondre ? Pas une n'a répondu. Or, cette année, j'apprends aussi que les premières années à l'ESCP, je le cite parce que je trouve ça remarquable, en termes de bizutage, ils ont tous fait la fresque du climat. Et là, je me dis, il y a un changement qui est fascinant. Et l'autre truc, toi comme moi, Geneviève, on accompagne des dirigeants à des titres très différents, mais on voit aussi que
quand on accompagne des dirigeants et qu'on les arme et qu'on les acculture et qu'on leur fait rencontrer des gens, se faire des copains, augmenter le champ de vision, on les met en danger aussi. Moi, j'ai quelques clients où je sais qu'il ne faut pas les fragiliser parce que du coup, ils se sentent ressourcés, ils se sentent éclairés, ils ont envie d'y aller et ils peuvent prendre un coup de bazooka dans leur organisation. Je trouve ça assez intéressant qu'on parle de génération parce que pour moi, il y a plusieurs sujets qui se dessinent. Déjà, pour devenir un dirigeant, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience. Donc, ça veut dire que là, la génération intermédiaire de dirigeants qui va arriver, ce ne sera pas des gens qui sortent d'école tout de suite, mais quand même des personnes qui se sont formées dans une entreprise. Ça veut dire qu'il faut être un peu pionnier sur ces sujets. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des profils qui existent, en fait, des gens qui ont déjà de l'expérience, plusieurs dizaines d'années potentiellement, et qui sont sensibilisés à ces sujets-là? Non, pas encore. Très honnêtement, dans la génération 45, parce que tu parles un peu de cet âge-là, mais la génération juste en dessous, oui. D'accord. La génération en dessous, oui. Alors, ce qui donne quelque chose d'ailleurs qui ne va pas arranger les affaires, c'est que les meilleurs qui ont envie de retrouver du sens, de la liberté au sens d'entreprendre selon leurs valeurs, avec d'ailleurs beaucoup d'imagination sur les modèles économiques et les communautés qu'ils peuvent activer, ceux-là, ils partent. C'est-à-dire que... ils partent où ? Ils partent créer leur boîte. Mais il faut le voir, le voir pour le croire. Moi, dans mon environnement proche, et les têtes bien faites... et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans les repas de famille, d'ailleurs, entre parenthèses, de voir que ceux qu'on pensait sur une lampe de lancement pour être, je ne sais pas, patron de la filiale ou de la BU, machin, bidule, parce que sortant de Polytechnique Centrale, HEC, entre Sciences Po, tout ce que tu veux, ceux-là commencent à se dire, mais peut-être que le bonheur, il est ailleurs. Ce qui pose un problème de vivier et de réservoir. Alors... je pense que c'est néanmoins possible pour l'entreprise d'accélérer le mouvement. Mais est-ce que la grande entreprise, et ça c'est très différent de la petite, mais est-ce que la grande entreprise saura renoncer à toute finalement cette espèce de carcan politique qui décourage? C'est-à-dire qu'on n'a pas idée à quel point une grande entreprise, c'est un univers politique complexe. Et par rapport à ce que je disais sur le temps et sur la nécessité d'aller vite, je pense qu'il y a des acteurs beaucoup plus agiles qui vont les doubler. Parce que beaucoup plus alignés, beaucoup plus cohérents et être plus intelligents justement par la diversité des profils et des écosystèmes qu'ils fréquentent. Donc, dans la grande entreprise, je pense que là, c'est pas encore fait. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même dans les grandes entreprises qu'on mise. Je veux dire que des directions du développement durable ou RSE existent depuis des années, alors que dans les petites, c'est peut-être moins la priorité. Les entreprises, les petites n'en ont pas. Exact, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste une question de... dans moi, ce que je connais, je ne vois pas... Je vois des patrons sur les doigts d'une main qui ont la capacité d'embarquer des sujets en bande large, de responsabilité, on va dire, de se poser la question de la mutation de leur modèle économique, etc. J'en vois sur le doigt d'une main. Les autres, je les vois plutôt tenir le modèle le plus longtemps possible. Ok, bon, un constat qui est... Moi, je vais aller plus loin sur la jeune génération. Je pense que là, on a affaire à une génération, je pense à ceux qui nous écoutent, qui a un sentiment physique de l'urgence. Il y a quelque chose, moi, qui caractérise les trentenaires, en tout cas entre 25 et 30 ans. Là, on voit quelque chose qui bouillonne, qui se confronte à ce besoin de radicalité, à cette identité, en fait. Là où je suis, là où je travaille, ce que je mange, là où j'habite, me décrit. Et je pense qu'on est de plus en plus dans un phénomène de tribu. Et il y a quelque chose de dangereux, en fait. On a besoin, et je suis d'accord avec ce que dit Geneviève, on a besoin d'animaux, on a besoin de sioux, on a besoin de conspirateurs positifs, comme dit mon ami Mathieu Baudin de l'IFS. On a besoin de gens qui comprennent que tout est un maillage d'alliés et qu'il faut savoir rentrer dans les systèmes pour les transformer. Mais il faut être stratège. Parce que moi, ce qui me fait souvent de la peine pour parler des profils qui vont faire de la permaculture dans un coin de maquis et qui vont faire un lab d'innovation, recréer une ferme, etc. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est formidable de vivre ça.
Maintenant, je leur pose la question de dire et après, qu'est-ce qui se passe dans la vallée? Vous faites quoi pour les 20% des Français qui font leur caddie à 1 euro près, quoi? C'est quoi votre niveau d'engagement? Parce que c'est intéressant de se retrouver entre gens qui parlent 3 langues, qui ont fait un bac plus 5 et qui se rêvent pionniers du nouveau monde dans leur tipi. Je pense qu'il n'y a pas de moquerie. Hein. Je dis juste, c'est une OK, réalité. il faut le faire. Voilà, tout le monde peut aller faire des cabanes dans les arbres. Je pense que moi, j'y arriverai pas, mais je pense qu'on peut le faire. Mais à un moment donné, nous, les vieux, on se dit, bon sang de bois, il va falloir à un moment donné qu'on se relève les manches et qu'on y aille par solidarité. Parce qu'il y a vraiment un truc qui est que nos enfants, les élites, c'est-à-dire ceux qui ont eu accès à ces écoles qui nous ont coûté très cher et qui ont eu la chance de pouvoir partir à l'étranger, parler très bien anglais, etc., qui comprennent qu'à un moment donné, ils doivent rendre à la communauté. Et que ça, je n'ai pas l'impression que ça soit encore complètement percolé. Tu as l'impression qu'il y a encore une espèce d'opposition? J'ai l'impression qu'ils n'en ont pas conscience. Je pense que dans la société de consommation, cette jeune génération que j'adore, c'est la génération de mes enfants, mais ils n'ont pas conscience qu'ils ont beaucoup profité, qu'on leur a beaucoup donné technologiquement, sociologiquement, culturellement, et qu'à un moment donné, back to the community. Voilà, c'est comme disent les Américains. À un moment donné, et c'est pas donner 3 ronds à Emmaüs ou à qui c'est vraiment y aller. Moi, j'ai besoin, dans mes équipes, j'ai besoin de gens qui sont sensibles à ce sentiment de travailler dans le système pour le transformer volontairement. Et comment est-ce que tu fais infuser ce besoin-là au sein de tes équipes, déjà pour commencer, auprès de tes enfants? Enfin, comment est-ce que tu accultures Le débat. Ouais. Le débat. Et puis, quatrièmement, des rencontres. C'est-à-dire, nous, on fait venir des experts, on fait des projections de docu, on essaie comme avec les entreprises, on crée, on reconnecte joyeusement les mondes. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand on est sorti des beaux quartiers, qu'on a fait les belles écoles, même si on s'est un peu encanaillé dans le 18e, on reste quand même une variété très, très, très protégée sur la planète et qu'il faut se confronter, à des points de vue. Voilà, je trouve qu'on se doit ça. C'est vrai qu'il y a une forme de radicalité gratuite, mais je pense que c'est un passage obligé et que derrière, on arrive bien à ouvrir le débat si on propose un minimum de sens et de cohérence. Et cette génération, en fait, moi je dis, ils sont équipés de détecteurs d'imposture. Ah, ça c'est clair. Et donc, c'est même pas la peine de leur raconter des carabistouilles. Ils sont d'ailleurs intransigeants. Mais si on renoue avec... c'est vrai, il faut un imaginaire collectif. Et je discutais d'ailleurs avec quelqu'un qui est plutôt dans une recherche spirituelle et qui disait, mais finalement, moi, je me pose la question de savoir là où je suis le plus fertile, c'est-à-dire là où je peux semer le plus de graines. Et c'est vrai que c'est très intéressant, cette question, indépendamment de peut-être que ça a des connotations religieuses, mais au fond, c'est de se dire, la transformation, il faut embarquer le plus de monde possible, parce que sinon, on va créer un monde qui va être encore plus terrifiant, entre ceux qui auront les moyens de se mettre à l'abri, et puis et puis les damnés de la terre, parce que c'est ça qui est en train de se préparer. Et donc, comment est-ce que, autant que faire se peut, et trouver le moyen de démultiplier les passerelles et faire en sorte de créer de faire société avec plus de solidarité. Voilà, donc il faut les attraper par le sens, il faut les attraper par le désir d'être utile. On a tous ça au fond de nous. Mais c'est vrai que ce petit trip permaculture, cabane dans les arbres ou élever des, je sais pas, quel que soit l'animal choisi, l'animal que l'on choisit. Si je suis honnête, parfois j'adorerais faire ça. Bah j'adorerais me débrancher. En fait, on est jaloux. On est jaloux. Voilà, moi, si on me dit pendant 1 an, tu fais de la permaculture, ou tu t'occupes d'une vigne en biodynamie, ou tu construis une cabane dans les arbres, honnêtement, compte tenu du degré d'épuisement, à force de répéter, faut peut-être y aller, ça me ferait plaisir. Mais il me manquerait énormément le collectif. Mais quand j'en parle avec ces jeunes, parce que je les rencontre beaucoup, je travaille beaucoup avec eux, ils reconnaissent très bien que personne ne peut vivre en autonomie. Donc, la permaculture, etc., c'est dans un réseau d'acteurs locaux. Donc, en fait, ils réenchantent une forme de solidarité locale
Sauf que elle ne vient pas forcément rencontrer la ruralité telle qu'elle est en train de mourir aujourd'hui. Ouais, alors moi je suis historien, donc je pense forcément au grand mouvement monacal du 11e, 12e, 13e siècle. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passait à l'époque devant une peur panique de l'avenir, hein, c'était la crise millénariste. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on se retranchait. Il faut savoir que ce sont des familles qui partaient et se séparaient les hommes et les femmes pour aller faire société dans un endroit protégé dans lequel on remettait de la règle, on remettait de l'autorité. Alors on avait une inspiration divine, on avait une vision que les contemporains ne peuvent pas du tout imaginer aujourd'hui. C'est très différent mentalement, psychologiquement. Mais on est un peu dans le même paradoxe. Aujourd'hui, on a une espèce de besoin peut-être d'aller se mettre à l'abri et d'aller recréer société, sauf que dans le monde complexe dans lequel on est, ultra connecté, en fait, que tout le monde le fasse, mais en lâchant son iPhone avant de rentrer dans l'abbaye. Et on n'y est pas. Donc il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, que je trouve super parce que c'est un retour un peu mystique. C'est un retour à pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais sur Terre et quel sens ça a. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que la génération, l'époque 70, où on disait on se retrouve dans des cabanes et on baise, c'était sympa aussi. Je ne sais pas si ça s'est coupé. Je pense que ce sera gardé, désolé. mais là, c'est plus profond que ça. En fait, quelle est la connexion que j'ai au monde et quelle est la connexion que j'ai au vivant? Je ne sais pas si on ne s'égare pas. On devait parler de RSE, Geneviève. Mais c'est un fil assez logique. Mais en fait, je ne sais pas si on s'égare, mais ce qui est vrai, c'est que ce que tu dis, la tentation de l'abri, de l'arche, moi j'appelle ça, c'est un peu l'arche de Noé, c'est l'abri. Ça me fait penser à un excellent film qui s'appelle Take Shelter, qui quand même date de quelques temps, qui mettait en scène d'ailleurs sous une forme assez intéressante, cette volonté de protéger sa famille et de se mettre à l'abri. Mais la pensée la plus dominante, en fait, ce contre quoi alors on se bat, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut savoir que c'est vraiment la technologie va nous sauver. Enfin, il y a une forme de naïveté et peut-être d'arrogance et de toute puissance à la fois dans cette vision, mais elle est ultra dominante. La technologie va nous sauver. Ok, c'est vrai, c'est mal barré, mais ne vous inquiétez pas, on va vous sortir la pile à hydrogène, un peu de géo-ingénierie, et puis on va mettre du sulfate d'argent et on va faire pleuvoir dans l'atmosphère. Et ça reste dans toujours cette espèce de vision prométhéenne qui en veut toujours un peu plus, et c'est complètement dans notre nature humaine. Alors voilà, ça c'est la vision la plus dominante. Après, il y a un deuxième récit. Qui est un petit peu plus, qui est celui de la décroissance, au sens, on se met à l'abri, on fait un pas de côté, on est dans la frugalité, etc., qui rejoint beaucoup une dimension spirituelle. Voilà. Mais tout ça, c'est deux pensées magiques. C'est absolument deux pensées magiques. Et il faudrait qu'on essaye de trouver une voie intermédiaire, parce qu'on ne va pas retourner dans la caverne, mais en même temps... j'ai été d'ailleurs complètement éberluée par un article que j'ai lu de Jean Perlevade. Je suis tombée dessus par hasard, je l'ai lu. Mais c'était complètement ça. Il disait il faut en finir avec les vieilles lunes éculées de l'économie circulaire. Investissons, mais bon sang de bon sang. En gros, il disait, alors lui, il est vraiment représentant de cet âge d'or de l'élite, le sel de la terre et tout et tout. Bon sang, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre des milliards sur la fusion nucléaire, la pile à hydrogène Et je me disais, mais même si on le fait, il va falloir ralentir. C'est bien de le faire, mais il faut revoir complètement notre rapport à la consommation, à la terre, à l'épuisement des ressources. Et c'est pas tellement la rareté qu'il faut commencer à appréhender, c'est plutôt commencer à gérer les excès. On est dans les excès à tous les niveaux. Donc, je pense qu'il y a des malentendus, il y a des préjugés dans tous les sens. Mais la pensée dominante, je suis désolée, quand on regarde tous les hommes, et malheureusement pas tellement les femmes politiques de la Terre, ils sont représentatifs de cette pensée technocratique complètement dominante. Alors, je vais quand même te donner une bonne nouvelle. C'est que la dernière étude l'Obsoco, qui s'appelle l'Observatoire des Utopies, a confronté un groupe panel de Français
sans citer le nom des utopies. Ouais, et c'est écologique. Et c'est l'utopie écologique oui. qui sort à 55%. Et ce qui est surprenant, c'est que l'utopie techno, innovation, machin, là, elle sort à 15%. Ne crante pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même un basculement. Parce que quand on décrit la société, parce qu'on n'aime pas les utopies, mais on donne on décrit une société, en fait, toute cette Startup Nation, là, ça ne fait pas le job du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne, qui ne percole pas. Et je trouve ça intéressant. Je vois bien. Je trouve ça intéressant. C'est acquis en termes de valeurs, en termes d'idées, moins en termes de modèles, quoi. Donc c'est ce que tu disais. Mais en fait, Gilda, c'est exactement, je l'ai vu ce truc passer, ça m'a vraiment intéressée, mais parce que quand je te dis que la vision techno, toute puissance techno, la technologie va nous sauver, 15% c'est vrai, mais dans les dirigeants, elle est majoritaire. Ça, c'est sûr, et en fait, les trois utopies étaient une utopie écologique, une utopie identitaire et une utopie technologique. Et en fait, l'utopie identitaire, c'est un petit peu à l'abri. De certaine façon. C'est parce que l'utopie écologique, elle est encore dans la solidarité. Mais l'utopie identitaire, c'est le danger arrive sous toutes ses formes, c'est anxiogène, je me replie sur ce que je connais. Ouais. Et donc, on est vraiment dans le... Là, on n'est pas dans les années 70, on s'aime tous et on se mélange. Laurent Alexandre avait une chronique hebdo dans l'Express qui choquait personne. Absolument. Moi, ça me choquait terriblement. Ah oui, moi aussi. Parce que, mais bon, voilà, c'était... on se disait, en fait, c'est mainstream. Mais non, en fait... Alors, c'est mainstream. Peut-être que je me rassure. J'avais l'impression qu'il était partout. Mais en fait, Gilda, c'est mainstream chez les dirigeants. Moi, je peux te dire, mais tu le sais. Ils sont fans. Ouais. Ils sont fans de ça. Ils sont fans de ça parce que c'est leur domaine, c'est leur monde. Et c'est impossible pour eux d'imaginer qu'ils puissent avoir failli dans la promotion de ce modèle qui nous conduit dans le mur. Parce que le mur, ils se disent, mais on va le pulvériser. Mais ils ne se rendent pas compte que même en pulvérisant le mur, il y a rien derrière. Donc, c'est un peu vertigineux. Et ce faisant, cette utopie technologique, elle nourrit l'utopie identitaire qui n'est pas très non plus encourageante. Bon, on va devoir bientôt conclure, mais si on se concentre sur ce qui est encourageant, donc on voit cette nouvelle génération qui émerge et qui visiblement a pris conscience, du moins en partie, celle qui a eu la chance d'avoir accès à un certain niveau de culture, d'éducation, qu'il faut changer les choses et mettre les ressources au service de la communauté et plus simplement un énorme potentiel à déployer. Exactement. Donc on attend avec impatience que cette génération arrive au pouvoir politique et organisationnel et on va essayer de se concentrer là-dessus. Qu'ils le prennent le pouvoir, pas qu'ils y arrivent, qu'ils le prennent. On n'a pas énormément de temps, donc il faudrait que... moi je propose un truc radical, mais bon, après c'est moi. On arrête le droit de vote à 60 ans. D'accord. Et on le met à 16 ans. Et là, je pense que ça va changer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça passera jamais. Eh oui, et ça passera jamais, ça c'est sûr. En tout cas, la question mérite d'être posée et d'être considérée. C'est injuste. Hein. Ouais. D'autant que on va bientôt être concerné. Hein, je te donne mon droit de vote. C'est sympa. Voilà. Merci. On fera une procuration. Je précise c'est pas tout de suite, je le dis aux auditeurs. Non, c'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite, mais on n'a pas énormément de temps. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut c'est rebasculer un peu le pouvoir au niveau de celles et ceux qui ont plus de temps à passer sur la planète. Greta Thunberg, elle dit pas autre chose. Et il faut l'écouter. Elle dit deux choses qui sont parfaitement vraies. Elle dit, vous saviez depuis longtemps. Ah oui, ça c'est sûr, ça je peux vous dire. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies. C'était mes premiers jobs, on savait déjà. En 1988, l'Assemblée générale des Nations Unies déclarait le changement climatique risque majeur pour l'humanité. Donc. Et puis deux, elle nous dit, vous faites rien. On ne peut pas non plus donner tort, on ne fait pas grand-chose. Donc maintenant, il faut aller plus vite. Et donc, oui, les jeunes au pouvoir, mais avec bien sûr des anciens pour les éclairer et les guider quand même. On ne va pas non plus disparaître. Et joyeusement. Et joyeusement, oui, si possible, et que ce ne soit pas sinistre, parce que sinon, ça va être très long. J'espère que le message sera entendu. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et j'espère que cette discussion vous a plu. En tout cas, on se retrouve bientôt.